Bonjour tout le monde. Nous allons voir dans cette partie du cours l'adaptation aux températures extrêmes. Donc comment les êtres vivants dans les différentes conditions de leur environnement vont développer certaines adaptations, des formes d'adaptation à leur température extrême. Donc j'ai recommencé cette partie en français parce que il y en a parmi vous qui ont un petit peu qui se sont perdus lors de notre dernier cours en ligne. Donc commençons par les adaptations aux températures extrêmes. Donc ces adaptations forment un processus qui est très important pour bien sûr la survie des êtres vivants dans leur environnement ou bien sûr dans d'autres conditions thermiques qui sont très variables. Ici, quand on parle de la variation des températures extrêmes, on parle du froid ou de la chaleur. Donc, les adaptations aux températures extrêmes se manifestent à travers différents mécanismes. Donc, le premier mécanisme, c'est l'adaptation morphologique. Donc, l'adaptation morphologique peut, elle peut inclure les changements de la taille corporelle. Donc, c'est un changement de la taille corporelle, donc la taille du corps, de la forme de chaque individu ou de chaque espèce et de la structure des appendices. Donc, on a aussi l'adaptation à la coloration. Donc, certaines espèces vont changer carrément de la coloration de leur plumage, par exemple. Donc, toutes ces modifications morphologiques, ici quand on parle de la morphologie, ça veut dire les changements qui se trouvent sur l'apparence des espèces. Donc, tous ces changements morphologiques vont permettre à l'organisme ou aux espèces de mieux se fondre dans leur environnement ou de réguler son exposition à la chaleur et au froid. Donc ça, c'est pour l'adaptation morphologique. Il y a un changement dans le corps, dans l'apparence de chaque espèce, taille de l'organisme, changement de la taille de l'organisme, changement aussi des appendices, adaptation aux différentes colorations, et tout cela vont leur permettre de s'adapter aux conditions extrêmes, que ce soit la chaleur ou bien le froid. Après, nous avons les adaptations physiologiques. Adaptation physiologique. Ici, c'est au niveau du métabolisme. Quand on parle de la physiologie, ici, c'est à l'intérieur de l'organisme. Donc ici, c'est l'apparence extérieure et ici, ça se passe à l'intérieur de l'organisme, et donc les différentes espèces peuvent régler leur
métabolisme pour faire face aux températures extrêmes. Par exemple, en hiver, certaines espèces peuvent entrer en diapause. Ici, certaines espèces peuvent entrer en diapause. La diapause qui est un état de dormance qui leur permet de ralentir le métabolisme. Bien sûr, quand ils sont dans l'état de dormance ou bien dans l'état de diapause, le métabolisme du corps va être réduit et donc ils vont conserver leur énergie jusqu'à ce que les conditions deviennent après plus favorables, comme le printemps ou bien l'automne ou bien l'été. En revanche, ça se passe en printemps. Quand on est quand on revient dans l'été où les températures sont très élevées, certains organismes peuvent augmenter leur métabolisme pour mieux réguler la température de leur corps. Donc ici la diapause, nous avons certains organismes, certaines espèces qui font la diapause hivernale, ça veut dire pendant l'hiver, et certains organismes ou bien certaines espèces vont s'adapter dans la période estivale. Donc ici, dans la période hivernale, les espèces vont ralentir leur métabolisme. Donc ils rentrent dans une dormance, dans un état de dormance pour ralentir le métabolisme. Et qui dit ralentissement du métabolisme dit aussi la conservation, voilà, la perte de l'énergie ici devient vraiment minime. Alors que dans la période estivale qui intervient dans l'été, donc ici les espèces vont augmenter leur métabolisme pour mieux réguler leur température corporelle. Donc, quand il fait très chaud, ils vont accélérer le métabolisme et cette accélération va en fait réguler la température de leur corps. Pour le troisième point, nous avons ici pour l'adaptation physiologique, on peut l'appeler aussi acclimatation. Donc ici, l'acclimatation va intervenir en tant que adaptation aux conditions climatiques. Donc on l'appelle acclimatation. Donc, pour le troisième point qui est l'éthologie ou bien adaptation éthologique, on l'appelle aussi adaptation comportementale. Donc, ici, on va parler du comportement des espèces, les différents comportements des espèces face aux températures extrêmes. Donc, ils peuvent être adaptés à ces températures extrêmes. Par exemple, certains organismes ou bien certaines espèces peuvent être adaptés, certains animaux vont par exemple creuser des terriers ou bien des petits trous dans le sol ou s'enfouissent pour se protéger du froid ou de la chaleur. Donc ici, nous avons certains animaux, ils vont creuser, ils vont construire des trous dans le sol
et ils vont se cacher pour se protéger du froid ou de la chaleur. Ça, on l'appelle la technique d'enfouissement. Enfouissement, ça veut dire qu'ils vont fuir de la chaleur ou bien du froid. Un autre point ou bien un autre comportement, c'est l'activité nocturne. Donc, activité nocturne ici, ça veut dire l'activité ou bien les actions des espèces pendant la nuit. Activité nocturne, ça veut dire que les espèces sont actives que pendant la nuit. Donc, certaines espèces adoptent des comportements nocturnes. Ici, les comportements nocturnes se passent dans la nuit. Pourquoi? Justement pour éviter les températures extrêmes de la journée. Par exemple, en été, quand il fait très chaud, où les températures sont vraiment très élevées, les espèces vont ne vont sortir que pendant la période nocturne ou bien pendant la nuit. Nous avons un autre comportement qui s'appelle le comportement grégaire. Ici, le comportement grégaire, ça veut dire que les espèces vont vivre en groupe. Donc, ils vont vivre en groupe. Ici, pourquoi les individus vont se regrouper? Justement, quand ils sont serrés ensemble, ils vont partager la chaleur corporelle. Donc, c'est une forme d'adaptation aux températures froides. Ici, le comportement grégaire. Grégaire, ça veut dire vivre en groupe. Ça veut dire un rassemblement ou bien vivre vraiment en groupe. Et ici, quand les animaux vont se regrouper dans un environnement qui fait très froid, donc le regroupement leur permet de partager la chaleur corporelle quand il fait froid. Enfin, nous avons encore divers autres comportements qui peuvent aussi aider à minimiser l'exposition directe de la température extrême et qui peuvent aussi être très bénéfiques pour la régulation de la température extrême. Donc, nous avons une adaptation morphologique, une adaptation physiologique. Donc, ici, morphologique, comme on a dit, elle concerne l'apparence, ce qu'on voit avec les yeux. Physiologique, ça se passe à l'intérieur du corps et ça concerne beaucoup plus les activités métaboliques. Et éthologique, ici, c'est un comportement, le comportement de différents organismes pour s'adapter aux températures extrêmes. Par exemple, ils vont se cacher, ils vont vivre en groupe, ils vont sortir que la nuit et bien d'autres comportements. Alors, ici, après la température, on passe à un autre facteur abiotique qui est l'eau. Donc, les êtres vivants peuvent être aussi classés selon leurs besoins en eau dans différentes catégories. Et ça, c'est très important de
connaître ces classifications. Attention, c'est très important de connaître la différence entre les différents types de ces classifications des espèces selon leurs besoins en eau. Donc, nous avons les espèces qui sont appelées espèces hygrophiles. Espèces hygrophiles. Il faut aussi savoir comment s'écrit les différentes classifications. Donc ici, hygrophile avec un Y et un H au début et pas un I. Donc les espèces hygrophiles, par définition, ce sont des plantes qui ont besoin, ce sont des, pardon, pas seulement que les plantes. Donc ce sont des espèces qui ont besoin d'une grande quantité d'eau et qui vont vivre souvent dans des milieux aquatiques ou bien des milieux qui sont très humides. Donc ici, leur adaptation, elle exige un milieu aquatique. Les espèces hygrophiles, donc ce sont des espèces qui ont besoin d'une grande quantité d'eau pour survivre. Donc il leur faut un milieu aquatique ou bien un milieu qui est très humide. Nous avons aussi les espèces hygrophiles. Donc ici, hydrophile, c'est par rapport à l'eau. Nous avons ici les espèces hygrophiles. Les espèces hygrophiles, donc ce sont des espèces qui ont une humidité relative qui est proche de la saturation. Donc ici, les espèces ne sont pas à 100% aquatiques comme les espèces hydrophiles, mais ils ont une humidité moyenne qui est proche de la saturation, comme par exemple les amphibiens. Les amphibiens, ils peuvent vivre dans les espaces terrestres et aussi les espaces aquatiques. Alors que les espèces hydrophiles, comme par exemple le poisson, les poissons, ils ne vont pas vivre sans leur milieu qui est 100% aquatique. Donc, j'espère que vous avez retenu la différence entre ces deux classifications. Alors, après ça, nous avons les espèces mésophiles. Les espèces mésophiles. Attention, voici comment ça s'écrit mésophile. Alors, ces espèces mésophiles, ce sont des espèces qui vivent dans des conditions de disponibilité moyenne, donc c'est des besoins modérés, disponibilité moyenne en eau. Donc l'eau ici, il doit être en disponibilité moyenne. Comme par exemple ici, on peut donner l'exemple des forêts tempérées ou bien les prairies. Donc l'eau, elle n'est pas très abondante, mais nous avons l'eau en moyenne quantité. Donc, ces espèces mésophiles, méso ça veut dire médium ou bien moyen. Méso ça veut dire médium ou bien moyen. Et donc, ces espèces, elles ont besoin
leur besoin en eau est modéré. Voilà, leur besoin en eau est modéré et sont adaptés à des conditions du sol qui peuvent être drainées. Alors, les espèces, je répète, les espèces mésophiles ont des besoins en eau qui sont modérés ou bien moyens. Ils peuvent supporter une alternation de périodes de sécheresse et d'humidité. Donc, par exemple, tous les organismes terrestres qui vivent dans les sols ou bien dans les écosystèmes terrestres. Ces espèces sont généralement tous des espèces mésophiles. Nous avons aussi les espèces xérophiles. Espèces xérophiles. Alors, les espèces xérophiles, donc ici, ils vivent dans des environnements qui sont très secs. Les espèces xérophiles, contrairement aux hydrophiles et hygrophiles, ils vivent dans les régions qui sont très secs. Ils ont des adaptations aux environnements, par exemple. On peut citer aussi les environnements sahariens, hein, ou bien les régions sahariennes, ou des régions où l'aridité est vraiment très élevée. Donc, ils peuvent s'adapter spécialement à ces environnements pour minimiser la perte d'eau. Donc, les espèces xérophytes, ce sont des organismes qui vont supporter des degrés élevés de sécheresse. Comme par exemple les espèces, comme on a dit, qui vivent dans les régions sahariennes et dans les conditions extrêmes et qui peuvent entrer en dormance pendant plusieurs périodes de sécheresse. Donc, ils ne vont pas être touchés par les longues périodes de sécheresse. Donc voilà, j'espère que vous avez connu ou bien vous avez compris la différence entre ces différentes classifications qui concernent l'adaptation des êtres vivants selon leurs besoins en eau. Il est très important de se rappeler de ces quatre classifications. Alors, un autre point qui est aussi important, c'est le bilan et le métabolisme hydrique chez les êtres vivants. Donc, ces bilans, ils permettent de mettre en évidence les processus d'apport et de perte d'eau chez les êtres vivants. Donc ici, nous avons vu les différentes classifications des êtres vivants. Ces êtres vivants ne peuvent pas vivre sans eau, donc il faut l'eau pour que les poissons vivent. Hygrophiles, ils peuvent s'adapter dans des endroits qui sont très humides. Les espèces mésophiles, donc c'est moyen, ils peuvent modérer des températures plus ou moins chaudes et des températures plus ou moins froides. Espèces xérophiles, ce sont les espèces qui vivent dans des endroits très secs. Et bien sûr, quand on parle de bilan, comment ces êtres vivants vont mettre en évidence les processus d'apport et de perte d'eau dans leur organisme. Donc, on va commencer avec l'apport. Apport, ça veut dire c'est faire entrer l'eau dans l'organisme. Voilà, apport, ça veut dire comment les
les espèces ou bien les êtres vivants vont pénétrer l'eau dans leur organisme. Donc, le premier mécanisme, c'est l'absorption directe. Donc, l'absorption directe ici, elle se fait par voie digestive ou bien par un système racinaire. Donc, voie digestive, c'est chez les animaux, bien sûr, et le système racinaire, ça c'est clair, c'est chez, quand on parle de racines, ça veut dire qu'on parle des plantes. Je répète, donc l'absorption directe, donc certains organismes, ils vont absorber l'eau directement par leur système digestif ou bien par les racines dans le sol. Ça, c'est l'absorption directe, que ce soit par voie digestive ou bien par le système racinaire. Nous avons aussi la pénétration de l'eau. Donc, l'eau ici, il peut également pénétrer à travers les cuticules. Donc, cuticule ici, c'est chez les insectes, ou bien avec les téguments. Téguments aussi, c'est chez d'autres organismes, les plantes aussi. Donc, la pénétration, nous avons pénétration de l'eau par cuticule chez les insectes, ou bien les téguments. Le tégument aussi, c'est l'enveloppe externe qui est par exemple sur les feuilles. Les feuilles, ils ont une enveloppe externe qui permet la pénétration de l'eau. Alors, le troisième point, nous avons l'apport par l'utilisation de l'eau métabolique. Ici, l'utilisation de l'eau métabolique, certains organismes peuvent utiliser l'eau qui est déjà présente dans leur nourriture. Là, on parle de l'eau préformée. Donc, c'est clair, quand on mange, par exemple, une pastèque, la pastèque, elle est très riche en eau, donc c'est comme si nous avons stocké l'eau dans notre organisme. Donc nous avons consommé de l'eau indirectement. Donc c'est ce qu'on appelle l'eau préformée avec les aliments qu'on pénètre. Ou bien, donc ça c'est l'eau préformée, et aussi par oxydation des réserves. Donc ici, on va générer de l'eau par l'oxydation des réserves externes. Oxydation des réserves externes. Donc, toutes ces trois, c'est l'apport de l'eau. Donc ici, c'est faire entrer l'eau dans l'organisme. Ça, c'est le premier processus. Pour le deuxième processus, donc, c'est la perte. Chaque organisme, quand il apporte de l'eau, il y a toujours un surplus de la quantité de l'eau qui doit être, comment on dit, qui doit être dégagé à l'extérieur du corps. Donc, comment cette eau va être dégagée? Nous avons par un processus ou bien on dit le mécanisme, voilà, de respiration. Donc la respiration ici, comment ce processus marche? Donc l'eau, elle est perdue lors du processus de respiration. Quand on respire et quand on expire, donc
ici, il y a une vapeur d'eau qui va se dégager de notre corps. Et c'est le cas aussi des différents autres organismes, que ce soit animal, que ce soit mammifère, etc. Donc ça, c'est la respiration. Ici, on est dans les pertes des quantités hydriques chez les êtres vivants. Après, nous avons l'excrétion. Excrétion ici veut dire l'élimination de l'eau. Donc, c'est l'élimination de l'eau par la transpiration. Donc, chez les animaux, nous avons la transpiration. Quand on transpire, on va dégager une certaine quantité d'eau de notre corps. Donc, chez les plantes, l'eau, elle va se perdre par l'évaporation, l'évapotranspiration, pardon. Donc, l'excrétion ici, c'est la perte de l'eau, par exemple, par la voie des urines, l'urination, ou pendant le processus de digestion. Quand on digère, on va excréter une certaine quantité d'eau, ou bien des urines aussi, ils vont permettre aux organismes de perdre une quantité d'eau. Donc ici, la transpiration chez les animaux et l'évapotranspiration chez les végétaux. Donc les animaux, ils vont perdre de l'eau par la transpiration, tandis que les végétaux vont perdre de l'eau par l'évapotranspiration. Et ici, comme on a vu la dernière fois, l'évapotranspiration se fait par la voie stomacale ou bien les stomates. Nous avons aussi l'évaporation à travers les téguments. Donc l'eau, ici, elle peut également être perdue par évaporation à travers les téguments ou bien les surfaces corporelles chez les organismes. Évaporation ici, elle se fait à travers les téguments ou bien d'autres surfaces. Donc chaque espèce, bien sûr, a sa méthodologie d'évaporation et cela aussi dépend de la morphologie de telle ou telle espèce. Donc voilà pour les bilans et les métabolismes hydriques chez les êtres vivants. J'espère que vous allez vous souvenir de l'apport, des différents types d'apports de l'eau et de perte de l'eau des différents corps des êtres vivants. C'est très important. Alors, nous allons passer maintenant aux influences de l'humidité sur les êtres vivants. Donc ici, l'humidité a une influence positive ou bien significative sur les êtres vivants qui va affecter leur physiologie, leur comportement, leur distribution, etc. Donc, comme par exemple, l'humidité, elle peut influencer sur la longévité ou bien la vitesse de développement. Donc, nous avons des organismes, par exemple, gaspilleurs. Ça veut dire que leur longévité ou bien leur cycle de vie et leur vitesse de développement peuvent varier en fonction de la
disponibilité en eau. Par exemple, il y a des espèces d'insectes qui vont mettre leurs œufs dans l'eau. Donc, s'il n'y a pas l'eau, cette ponte ne va pas avoir lieu. Donc ici, ça rentre aussi dans la longévité et aussi la vitesse de développement de certains organismes vivants. Donc, comme j'ai dit, la longévité, elle varie de la fonction de la disponibilité en eau. En cas, par exemple, de conditions, en cas de sécheresse, la sécheresse, il n'y a pas beaucoup de pluie, ils peuvent présenter une longévité qui est très réduite et un développement plus lent pour économiser les réserves hydriques. Ça, c'est quand les conditions climatiques deviennent très sèches. Nous avons aussi les organismes économiseurs. Ici, la longévité ne varie pas en fonction de l'eau. Donc la longévité n'est généralement pas affectée par les variations d'humidité car ils ont développé des mécanismes pour économiser l'eau et maintenir leur fonctionnement biologique même en période de sécheresse ou bien quand l'eau n'est pas disponible. Nous avons aussi comme deuxième point l'influence sur la fécondité. Donc l'humidité, elle peut aussi avoir une influence sur la fécondité. Ici, la copulation, par exemple, donc quand on parle de copulation, on parle de la pente, soit naissance ou bien données des générations. Donc, l'humidité, elle influence sur le cycle de reproduction. Hein. On parle de copulation, on va parler de cycle de reproduction des espèces, bien sûr. Donc, ici, certains organismes ou bien certaines espèces peuvent moduler leur période de copulation et de ponte en fonction de l'humidité. Donc, quand il y a l'eau, leur chance de survivre et de succès productif. Pardon. Oui, voilà, continuons. Donc, on était dans l'influence sur la fécondité. Donc, ici, la copulation. Donc, certaines espèces vont se programmer ou bien programmer leur période de copulation et de ponte en fonction de l'humidité. Nous avons aussi l'influence sur la répartition géographique. Donc ici, les espèces vont préférer des milieux qui sont humides. Donc ici, la préférence, c'est la localisation, ou bien ils vont vivre dans les milieux qui sont humides.
Donc, ils peuvent se retrouver dans des habitats particuliers en fonction de leurs besoins en eau, tels que, par exemple, l'exposition. Nous avons des expositions, par exemple, quand on parle de l'exposition nord et exposition sud. Bien sûr, c'est l'exposition nord qui va être humide, alors que l'exposition sud, elle va être plus sèche. Nous avons aussi l'altitude. Plus on monte dans l'altitude, plus le climat devient humide. Et plus on descend en altitude, plus le climat devient de plus en plus chaud. Nous avons aussi les microclimats. Microclimats ici, c'est des températures idéales pour la reproduction, la fécondité et le développement des êtres vivants. Donc on appelle ça microclimat parce que ce sont des températures ou bien il contient des températures idéales. Température, on va dire régulation de l'humidité aussi. Et bien sûr les isoyètes, pardon. Je m'excuse pour ma voix, je suis un peu malade. Donc, isoyètes, ici, ce sont les températures qui sont aussi idéales concernant l'humidité. Donc, je répète, quand on parle de l'influence sur la localisation et la répartition géographique des espèces selon leurs besoins en eau. Donc ici, les espèces vont les espèces ici vont s'exposer dans des endroits humides. Ils vont choisir l'altitude, que ce soit en eau d'une montagne ou bien en bas, des microclimats microclimat, on a dit que ce sont les températures idéales et isoyète ici, isoyète ici ce sont des endroits qui sont voilà, ce sont des endroits qui sont caractérisés par des quantités de précipitations importantes tombées pendant une période donnée. Isoyète, ça veut dire que c'est des endroits qui sont très humides. Nous avons aussi les influences sur le comportement. Ici, le comportement, on parle de période d'alimentation. Donc, c'est la caractéristique d'aliments qui vont être consommés et qui peuvent être influencés par l'humidité. Donc, période d'alimentation, elle est très importante pour l'influence de l'humidité parce que il y a certaines plantes, par exemple, qui se trouvent pendant la période où l'humidité elle est très élevée. Certains organismes aussi peuvent ajuster leur comportement alimentaire en fonction de l'humidité pour
optimiser leur apport énergétique et hydrique. Donc, l'influence de l'humidité, elle peut influencer par la longévité et la vitesse de développement. Elle peut influencer la fécondité. Ici, la fécondité, c'est l'accouplement, la copulation, les pentes, la naissance, etc. Elle peut avoir une influence sur la localisation et la répartition géographique. Tout dépend où l'espèce veut vivre. Et aussi, elle influence sur le comportement. Comportement ici, comment ou bien quand est-ce que la période, quand l'espèce va s'alimenter, quelle alimentation ou bien quel type d'alimentation choisir en fonction de l'humidité, etc. Alors, nous allons continuer avec les adaptations aux conditions extrêmes. Donc, ici, l'adaptation aux conditions extrêmes, elle va inclure souvent les mécanismes de thermorégulation. Donc, quand on parle d'adaptation aux conditions extrêmes, comment les organismes ils vont s'adapter à ces conditions extrêmes, c'est justement par le mécanisme de thermorégulation. Donc, plus nous avons une condition extrême, plus les types d'adaptation vont être accentués par les organismes vivants. Donc, dans les conditions extrêmes, justement, les organismes développent plusieurs types d'adaptation, bien sûr, pour survivre ou bien pour continuer leur développement. Ici, la thermorégulation est un ensemble de phénomènes écophysiologiques qui va permettre aux organismes de maintenir leur température corporelle dans les limites optimales. Ça veut dire les limites optimales quand il fait très froid ou bien quand il fait très chaud. Donc ces mécanismes, on peut citer la perte importante du poids corporel. Donc ici, par exemple, pour s'adapter, certains êtres vivants vont perdre du poids. Voilà. Certains organismes vivants ou bien certaines espèces vont perdre du poids. Pourquoi perdre ce poids? Parce que ils ont consommé toute la graisse qui se trouve dans leur organisme. Donc ça, c'est une forme d'adaptation ou bien c'est une forme de thermorégulation. Donc ici, ils vont oxyder la graisse qui est réservée dans leur corps pour produire de l'énergie et générer de la chaleur lorsqu'ils sont exposés dans des températures plus froides. Nous avons aussi la variation de la température corporelle. Donc ici, les organismes vivants vont réguler la température de leur corps en augmentant, donc ils vont augmenter ou bien ils vont diminuer leur métabolisme. Donc ici, tout est dans l'organisme ou bien c'est une forme d'augmentation ou bien de diminution du métabolisme. Donc, quand le métabolisme augmente ou bien diminue, il va modifier leur activité musculaire et bien sûr la circulation sanguine. Quand le métabolisme augmente, nous avons plus de graisse qui va être brûlée, la circulation sanguine va être
rapide ou bien va être à une vitesse V, etc. Alors que le contraire, quand la diminution du métabolisme est en marche, donc l'activité musculaire elle est très lente ou bien elle s'arrête, et aussi la circulation sanguine elle est très faible. Donc ils vont garder toute cette chaleur corporelle pendant les périodes de froid. Nous avons aussi l'excrétion concentrée et peu hydratée. Ici, en cas de la température, ça veut dire quand la température elle est élevée, les organismes peuvent concentrer leur excrétion pour minimiser la perte d'eau. Donc ici, l'excrétion est concentrée pour justement minimiser, pour ne pas perdre beaucoup d'eau de leur corps. La combustion aussi de la graisse. Donc ici, la graisse, elle est stockée dans le corps et aussi elle peut être métabolisée pour produire de l'énergie, de la chaleur, etc. Ici, nous avons la sudation. Donc tout ça, c'est des formes d'adaptation ou bien la thermorégulation. La sudation à des températures élevées, donc la sudation, elle va permettre aux espèces de libérer de la chaleur excédentaire et de réguler la température corporelle. Donc ici, quand il y a beaucoup, quand l'eau, elle est, quand le corps, quand la température du corps devient élevée, nous avons ce phénomène de la sudation qui veut dire libérer de la chaleur excédente. Donc, quand on a une chaleur en plus, on va la libérer. Donc, ça s'appelle le phénomène de la sudation. Voilà. Nous avons aussi la rétention hydrique. Ici, en cas de déshydratation, rétention hydrique, ça veut dire déshydratation ou bien le manque de l'eau nécessaire. Voilà. Ici, certaines espèces, ils vont retenir l'eau dans leur corps pour, pour que le corps reste à une chaleur ambiante. Parce que l'eau ici, l'eau dans le corps, il peut aussi réguler notre chaleur. Donc, ça s'appelle la l'homéostasie. Ça s'appelle l'homéostasie. Alors, nous avons aussi la récupération de la vapeur atmosphérique. Donc ici, on va récupérer l'eau de l'air ambiant par la condensation ou bien l'absorption des rosées ou bien de l'humidité de l'air pour récupérer justement l'eau à notre organisme. Alors, on passe pour les conditions extrêmes des températures et des organismes, toujours dans la thermorégulation, les organismes développent divers types d'adaptations pour survivre. Donc, nous avons des adaptations morphologiques, comme on a dit tout à l'heure, la taille corporelle, donc certains organismes vont être plus grands ou bien plus petits pour optimiser leur capacité à réguler la température corporelle.
Nous avons aussi les appendices spécifiques. Là, c'est un récapitulatif de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, appendices spécifiques, ici, certains animaux, comme par exemple les éléphants, ils ont leurs grandes oreilles, ou bien les nageoires des poissons, ils peuvent avoir des appendices spécifiques qui leur aident à dégager ou bien de retenir la chaleur. Pour l'adaptation aux conditions extrêmes par le biais de l'adaptation physiologique, comme nous avons vu tout à l'heure le métabolisme, donc notre corps, il peut réguler le métabolisme pour produire plus ou moins de chaleur en fonction des conditions environnementales. La diapause, on l'a vu tout à l'heure aussi, on a vu que certains organismes entrent dans un état de diapause, qui est une période de dormance, pour garder la chaleur et ralentir leur métabolisme. Pour le comportement, nous avons l'enfouissement, donc certains animaux peuvent creuser des terrains pour se réfugier sous la terre pour éviter les températures extrêmes. Certaines espèces vont sortir que la nuit, donc leur activité se passe que la nuit lors des températures extrêmes. Et aussi le comportement grégaire. Donc ici, les animaux vont se regrouper en grands groupes pour partager justement la chaleur entre eux. Concernant la lumière, bien sûr, la lumière, elle va jouer un rôle très important dans le maintien des rythmes biologiques qui sont aussi appelés biorhythmes. On distingue 3 types de biorhythmes. Alors, nous avons le rythme circadien. Ici, c'est le quotidien ou bien le jour de la vie des êtres vivants. Bien sûr, le rythme circadien est un cycle d'environ de 24 heures. Ça veut dire toute la journée qui se répète chaque jour de la vie des êtres vivants. Donc, ce rythme comprend une phase de lumière qui est appelée la photophase. Donc, nous, dans la journée, ou bien le jour de 24 heures, nous avons le jour et la nuit. Donc, nous avons la photophase et la scotophase, le jour et la nuit. Donc, il influence sur divers processus biologiques tels que la photosynthèse. Par exemple, la photosynthèse, c'est les végétaux qui se passent pendant la photophase ou bien pendant le jour. Nous avons aussi la lumière, elle influence sur le rythme circadien. Il va influencer aussi chez les animaux par l'horloge biologique. Donc le fonctionnement de l'horloge biologique, elle va réguler les comportements en fonction du jour et de la nuit qui varient selon les espèces, par exemple nocturnes ou bien diurnes. Nocturne, nous avons vu tout à l'heure que nocturne veut dire les espèces qui ont leur activité pendant la nuit. Diurnes, les espèces diurnes, ce sont des espèces qui s'activent ou bien leur activité se fait pendant la journée. Espèces nocturnes, espèces diurnes. J'espère que vous faites la différence entre ces deux types.
Alors, le rythme lunaire, ici le rythme lunaire est en relation avec la position de la Lune et le changement des marées. Donc ici le rythme qui est en relation avec la position de la Lune pardon, et le changement des marées. Donc il influence sur les activités des organismes dans les habitats qui se trouvent au phénomène de marée, comme par exemple les moules. Les moules, leur activité à marée haute ou à marée basse. Donc ils sont plus actifs dans la marée haute en fonction du rythme lunaire. Donc voici la marée haute et voici la marée basse. Là, c'est le phénomène de al-madd ou al-jazr, comme on dit. Nous avons aussi le cycle saisonnier. Donc, ici, le cycle saisonnier, il est lié aux variations saisonnières. Quand on parle de saisonnier, ça veut dire que saison. C'est les variations saisonnières telles que les changements de la température et de la lumière. Il influe sur les cycles de développement des organismes, le déclenchement de phénomènes tels que la diapause et la dormance, et aussi les mouvements de déplacement, de migration des espèces. Donc, il y a des espèces, par exemple, qui ne peuvent pas survivre l'été, donc ils vont migrer vers d'autres endroits pour survivre. On passe à les autres facteurs parce qu'on a parlé de la lumière, on a parlé des températures, hein, les adaptations aux différentes températures extrêmes, on a parlé aussi de l'eau, hein, la pénétration de l'eau, la classification des eaux, l'adaptation des différents organismes par rapport à l'eau, et maintenant on va voir les autres facteurs parce qu'il n'y a pas que l'eau, la lumière et les autres facteurs, pardon, la lumière, l'eau et la température, mais il y a aussi d'autres facteurs qui vont influencer sur l'adaptation, bien sur les organismes vivants. Par exemple, ici, nous avons la neige qui peut avoir plusieurs impacts sur les organismes vivants. Donc la neige, elle peut avoir une influence sur l'accessibilité alimentaire. Ici, nous, on sait que quand il y a beaucoup de neige qui est tombée, l'accès à la nourriture devient difficile pour certains animaux, en particulier ceux qui se nourrissent sur le sol. Donc quand la neige elle tombe, la nourriture devient très très difficile à avoir. Cependant, elle peut également créer une nouvelle opportunité alimentaire pour les animaux qui se nourrissent par exemple des froids qui s'enfouissent sous la neige. Parce qu'il y a des espèces qui aiment la neige, qui peuvent tolérer les différentes températures ou bien la baisse de la température de la neige. Donc ils vont venir vivre ici. Il y a des prédateurs qui aiment ça et la nourriture devient très abondante pour eux. Alors nous avons aussi adaptation physiologique. Donc certaines espèces ici, elles peuvent développer des adaptations pour réguler la température corporelle comme on a vu tout à l'heure, hein, pour résister au froid.
Nous avons aussi les adaptations morphologiques, hein, comme par exemple ici les adaptations morphologiques peuvent présenter par exemple le pelage épais ici, pour isoler contre le froid. Il y a des animaux qui vont intensifier le pelage de leur corps pour se protéger du froid. Il y a des espèces aussi qui peuvent posséder des griffes et des poils entre les orteils pour améliorer leur déplacement sous la neige. Et bien sûr, il y a d'autres caractéristiques. Alors, caractéristiques ici comportementales. Certains animaux peuvent utiliser la neige, hein, comme un abri contre les prédateurs. Donc, ils peuvent se cacher contre les prédateurs pour ne pas être visibles. Par exemple, ici, les petits mammifères peuvent creuser des terriers sous la neige pour se protéger du froid. Ça, c'est pour la neige. Donc, nous avons différents types d'adaptation, hein, des espèces qui peuvent vivre sous les conditions extrêmes de la neige. Et nous avons aussi le vent. Le vent aussi, il peut avoir un impact indirect sur les organismes en augmentant la vitesse d'évaporation et d'humidité. Donc, quand on a des vents très violents et des vents sèches, ici, elle peut augmenter la vitesse d'évaporation et d'humidité, ce qui peut bien sûr dessécher les milieux et rendre les conditions plus difficiles pour les organismes qui se trouvent dans les endroits ventés ou bien les endroits où le vent est très violent. Donc ces milieux qui sont ventés peuvent également être moins peuplés, hein. Il n'y a pas beaucoup de peuples ou bien il n'y a pas beaucoup d'espèces qui vont aimer la vitesse du vent. En raison des conditions qui sont difficiles et extrêmes, et aussi la diminution des ressources disponibles dans ces milieux. Voilà, nous venons de terminer ces différents types d'adaptation, hein, aux conditions extrêmes. J'espère que vous avez compris le contexte des différentes adaptations des espèces vis-à-vis de la température, de l'eau, de la neige, du vent et d'autres facteurs climatiques qui sont extrêmes. Je vous remercie pour votre participation, bien attention à cette partie du cours, et on va se revoir bientôt pour continuer avec les facteurs biotiques. Merci et à la prochaine.